Promosport et Action Sport font trois grosses activités. L'activité aquatique qui représente 50% du chiffre d'affaires, l'activité stage qui représente 35% du chiffre d'affaires et 15% du chiffre d'affaires, c'est tout ce qui est extrascolaire. Pourquoi est-ce que le monde du sport en Belgique c'est fait sous forme d'ASBL? Tu veux, le bureau ici, c'est vraiment un outil de support par rapport à tous les gens de terrain. On est là pour qu'eux nous disent, voilà, pour que ça fonctionne bien sur le terrain, j'aurais besoin de ça et ça. Donc nous, on va mettre en place les choses en fonction des budgets, des finances et de la structure. Honnêtement, personnellement, j'ai encore jamais vu un bassin de petite taille. Est-ce que c'est une nouveauté en Belgique ou pas? Oui, je pense que c'est même une innovation mondiale. C'est vrai ou pas? Des bénévoles, des articles 17, des étudiants, des employés, des ouvriers, des articles 60. Voilà, c'est la Belgique, hein. C'est jamais simple. Tu as recruté 180 personnes. On a été devant les écoles, soit d'éducation physique, soit de moniteur sportif. On a été avec cet outil-là. C'est ça le canal de recrutement alors. Si Denis part en vacances pendant 3 mois, tu pourrais gérer la boîte sans lui ou pas? Non, je pars avec lui. C'est normal. Dans le business model, c'est quoi le chiffre d'affaires de cette piscine-là, annuel? On va être sur 700 000 euros. Bonjour. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de mettre votre meilleur pouce bleu. Super, merci les gars. Et voilà, nous sommes arrivés ici chez Promosport. On va tout de suite découvrir qu'est-ce qui se cache derrière ces portes-là. Salut Stas! Denis, salut! Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça roule. Bienvenue dans nos bureaux à Wavre. Je suis impatient de découvrir tes collaborateurs pour un peu présenter la chaîne. Mais le temps est passé, on va d'office revenir ici, d'accord? D'office. Ça marche. On va prendre la voiture et on se déplace à... On va au complexe sportif de Les Bons-Villers. Qu'est-ce que tu fais là? On y va. On construit une nouvelle piscine. Rien que ça. En collaboration avec les communes. Tu peux nous résumer en 3 phrases les activités principales de Promosport? Alors donc il y a Promosport évidemment, donc là il y a 3 grosses activités dans Promosport, c'est tout ce qui est stage sportif pendant les vacances, qu'on vient de terminer là maintenant, tout ce qui est activité aquatique dans les piscines, dans des bassins privés, soit dans les nôtres on en a 11, soit dans les bassins publics, dans les piscines publiques où on donne des cours de natation pour les écoles. La troisième activité c'est tout ce qui est extrascolaire. Donc là en fait on arrive dans les écoles, on devient un soutien, un partenaire de l'école et on va s'occuper de tout ce qui sort du cadre purement scolaire et pédagogique. Donc on va faire des activités le soir, la garderie, on va faire les journées pédagogiques, les journées sportives. On va vraiment faire tout ce qui sort du pédagogique et on devient le troisième pilier pour la famille, pour les parents. Premier pilier les parents, deuxième l'école et puis nous le troisième pilier qui sommes là pour faire en sorte, et ça c'est notre mission dans l'ensemble de nos activités, notre mission c'est faire en sorte que l'enfant ait confiance en lui. Donc juste pour tout de suite te positionner, quel est le chiffre d'affaires de Promosport et de toutes les activités que tu viens de citer? Alors Promosport et Action Sport, les deux ensemble, c'est 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Yes, génial, top. On prend ma voiture pour la vite à Nivelles. Let's go. Et aussi je présente une personne qui va nous accompagner, c'est ta fille, Charline? Exact. Elle vient avec nous, hein, d'accord? Charline. Une semaine avant l'école, donc elle est avec son papa cette semaine. Génial. Et ça c'est l'avantage de YouTube, c'est que tu peux tout montrer à la caméra ici, tu vois. Denis, salut. Patron de Promosport est avec nous aujourd'hui sur la chaîne Entreprendre et Vivre. Abonnez-vous, super important. Partagez, commentez, likez. Et aujourd'hui, nous allons démystifier le sport. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter la société Promosport avec ses activités et les chiffres clés de la société? Tu as dit, je m'appelle Denis Letine, donc on a créé Promosport ici en 2000 avec Hugo Contino et Grégoire Litt. Ici maintenant actuellement la société Promosport c'est également une autre ASBL qui s'appelle Action Sport, qui a été elle fondée en 93 par Bernard Ferreira, qu'on a repris ici maintenant il y a 4 ans. Repris, ça veut dire acheter? Alors cette société était en grosse difficulté financière, donc tu ne sais pas, c'est une ASBL, donc ça ne se rachète pas une ASBL. Donc on a rentré dans le conseil d'administration et on l'a redressé. On a redressé, elle était à moins 400 000 et on a pu mettre des synergies en place entre les deux structures. Tout le monde est rassemblé ici maintenant. Première question, on est d'accord que tu as démarré Promosport de zéro. Tu n'as pas racheté la société? Tout à fait, complètement de zéro. En fait, ça fait partie de mon mémoire à l'ICHEC. On pouvait faire un mémoire projet et créer une société. Donc ça m'a permis pendant 2 ans
de travailler sur le concept, de créer l'entreprise, de faire des études de marché, des études de concurrence, etc. Et puis on s'est lancé, voilà, plutôt que d'aller travailler au Colruyt, on s'est dit on va monter notre petite ASBL et on va faire le sport comme on a envie de le faire en lançant des stages. J'avais donc un de mes associés, Hugo, était prof dans une école, donc on pouvait bénéficier de l'infrastructure. Et donc on a lancé ça comme ça en novembre 2000. Et on avait 17 enfants qui sont venus. On a été comme un précurseur sur le marché du sport avec plusieurs choses. Là, on a développé avec notre partenaire eClub un QR code, que chaque enfant avait un petit badge avec un QR code. Tu scannais ça et tu avais l'heure de sortie de l'enfant, puis on envoyait une petite facture aux parents dans laquelle ils pouvaient voir, voilà, je suis venu jusqu'à 17h07 le vendredi 15 novembre et les parents payaient à la minute. Donc c'était un petit peu révolutionnaire dans le secteur et maintenant tout le monde fait ça. Et on parle de quelle période là? Est-ce qu'on parle de 2022 ou que tu as installé Là on les codes parle QR? de 2012. Juste pour dire que, juste une petite remarque, c'est important d'avoir un patron avec son propre capital, pas un capital public malheureusement, mais un capital privé. Parce que les idées comme le QR code, ça ne vient à mon avis que lorsqu'on a un capital privé derrière pour optimiser et comprendre un peu la problématique et trouver une solution surtout. Et là c'est la solution que tu avais trouvée, c'est qu'on pouvait payer à la minute. C'est ça, En tu scannant dois le store. sortir ici. Je sors. Et puis c'est tout Ça le en temps. coupe pas, ça en coupe pas. T'inquiète. Mais le public, les gens, les clients sont toujours réticents au changement. Mais si vous pensez que l'idée est bonne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut persévérer, rester dans l'idée. C'est de créer quelque chose d'unique et de démontrer aux clients que c'est ce qu'il faut faire. Et les clients qui acceptent la nouvelle technologie, ça devient tout de suite un partenaire fidèle et qui va apprécier le fait que vous mettez en place des choses technologiquement qui sont beaucoup plus avancées pour la période. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres plus par rapport au stage, par rapport aux cours extrascolaires? C'est ça? Parascolaire ou extrascolaire? Alors on a les deux en fait. Donc si je te donne les chiffres des stages ici, on fait 20 000 stages par an. C'est quoi la territoire géographique? Est-ce qu'on parle de quoi? De toute la Wallonie? Oui, on Bruxelles? est partout en Wallonie, à Bruxelles. Il y a juste dans la province de Luxembourg, on n'est pas, mais sinon on est dans le Hainaut, à Charleroi, on est à Namur, on est fortement présent dans le Brabant wallon et à Bruxelles également. Donc 20 000 stages? Ouais, 20 000 ventes alors? voilà, c'est ça. Hey! Donc, Tony, on est dans tes bureaux ici. Désolé, Salut. je t'interromps dans ton SMS. Je t'en prie, pas de souci. C'est permis d'envoyer des SMS ici, aller sur Facebook? Ouais, ici on travaille avec YouTube? Attends, t'as été sur YouTube? C'est pas vraiment YouTube, mais c'est un réseau social. Parce que si tu es sur YouTube, sur la bonne chaîne YouTube, c'est permis ici. Oui, c'est vrai, c'est l'officiel avec le logo. Ma chaîne YouTube. Ah, mais je connais pas. C'est laquelle? C'est Entreprendre et Vivre. Ah si, ça me parle. Ouais. Mathieu, qu'est-ce que tu occupes comme rôle ici au sein de Promosport? Alors un rôle mixte et complet. Hein, Ok. on est dans l'associatif, Tu- donc on peut se permettre de se faire plaisir et d'être polyvalent. Mais principalement ici, je vais m'occuper de ce qui est en rapport avec les formations et le recrutement. Ça va être un peu mes deux axes de travail principaux aussi pour le moment. Voilà. Et donc, Comment tu les formes en pratique? Tu vas les prendre de moniteur, les nouveaux candidats, les nouvelles recrues, tu les prends, tu vas dans une piscine, tu commences à quoi? Oui, c'est ça. Et bien, Ça. alors, en piscine, on pourra en parler avec mon collègue qui est Ok, un ça gros spécialiste, mais en ligne directe, c'est exactement ça. Donc, en fonction des compétences des gens, parce que comme on offre pas mal de compétences différentes en aquatique, hein, du bébé nageur au cours d'aquagym, Ok. eh bien, donc, ce sont des compétences qui sont différentes, un encadrement, une pédagogie, un oser, paraître, etc., qui est tout à fait différent. Et donc, en fonction de ces compétences-là, mon collègue, lui, il va mettre des modules avec des formateurs. Donc, on a une base de données de formateurs chez nous, qu'on forme aussi nous-mêmes à être formateurs, et qui, du coup, sur le terrain, vont prendre ces jeunes en charge et leur donner tous les outils au niveau pratique. Donc, c'est vraiment une mise en situation avec tous des modules de mise en situation par rapport à toutes les thématiques qu'on voit un petit peu chez nous en stage, quoi. Qu'est-ce que ça coûte à un enfant, à un parent, de mettre un enfant à un stage chez toi? Alors un stage le moins cher est à 85 €. Pour une semaine. Oui, c'est ça. Et les stages les plus chers sont aux alentours de 200 €. Ce sont des stages liés à des langues ou à du codage, par exemple, qui sont des stages qui sont un petit peu plus chers, les stages d'équitation, le golf, etc. Donc le stage le plus cher c'est 200 € parce que c'est pour le codage et pour les langues.
Parce qu'il faut quoi? Le prof coûte plus cher ou parce que le local coûte plus cher? Ouais, là, on travaille en fait avec des partenaires. Et donc, il y a toujours un déplacement et c'est aussi des groupes assez petits, entre 6 et 8 enfants. Donc forcément, ça coûte un petit peu plus cher. Ok, je peux faire le calcul de la marge à ta place? Les marges en fait sont très faibles dans notre secteur et on calcule en fait sur l'ensemble de nos activités. Donc on va prendre par exemple l'extrascolaire, c'est quelque chose où on est légèrement en perte ou vraiment limite à zéro parce que c'est un service qu'on donne aux écoles. Mais ça nous permet, l'ensemble des 3 activités que j'ai expliquées, c'est-à-dire extrascolaire, stage et aquatique, d'offrir des emplois de qualité à nos collaborateurs, autre que le soir et le week-end. Parce que là, ici, on va pouvoir faire un moniteur va faire un coup de natation école au matin, il va aller faire un extrascolaire le soir, et pendant les stages, pendant les vacances, il y a les stages. Donc on peut lui offrir du boulot toute l'année. Un boulot aussi qui change, puisqu'il fait plusieurs activités différentes. Donc on a besoin de ces extrascolaires pour combler, si tu veux, une partie de ce contrat qui lui permet d'avoir un contrat chez nous à temps plein, d'être focus promosport, que ce ne soit pas quelqu'un qui vienne juste faire 16 heures chez nous pour avoir ses sous. On veut aussi qu'ils s'imprègnent des valeurs et qu'ils transmettent tout ça aux enfants. Donc ça, on a besoin que les collaborateurs soient à temps plein chez nous. Donc les stages qui étaient une activité relativement rentable il y a quelques années, on est assez attaqué sur ces segments-là et pour lesquels il est compliqué d'augmenter les prix parce qu'il y a pas mal de concurrence dans le secteur et qu'à un moment donné, les parents, ils ont un budget, mais une fois que tu sors de ça, tu t'adresses à moins de monde, donc c'est un peu compliqué. Aussi, on a aussi quand même besoin d'avoir une certaine masse pour pouvoir justement évidemment payer les collaborateurs. Et puis il y a tout l'aspect natation qui est normalement un peu plus rentable mais qui est énormément attaqué aussi pour l'instant avec les prix d'énergie qui montent énormément et puis les indexations qu'on a connues ici les dernières années. Nous on a connu une indexation de 10%, mais le payroll chez nous chaque mois c'est 600 000 €, donc 10% de 600 000, je ne dois pas te faire un dessin de ce que ça coûte en plus, quoi. Non seulement il faut trouver les clients qui paient à l'heure et à temps, mais il faut aussi stabiliser tes collaborateurs. Il faut leur trouver un emploi stable et à temps plein. Parce que dans n'importe quel business, si vous offrez un emploi à temps partiel, un cinquième du temps ou un mi-temps, le collaborateur va toujours réfléchir à plus de stabilité pour lui et à la première occasion, il va sauter à ce poste-là et partir. Et ce n'est pas ton objectif, je suppose. Ton objectif, c'est de créer vraiment de la stabilité à la personne. Et même au détriment de ses marges, tu vas offrir un boulot pour qu'il reste, il ait un emploi à temps plein. Ça a été notre force au départ. On a fait le pari d'engager des employés, ce qui était quand même il fallait y aller, quoi. Je te parle de ça il y a 15 ans. Hein. Donc, là où le secteur n'envoyait que des extras. Donc nous on s'est dit on veut des gens focus, comme ça on apporte de la qualité, ce qu'on a vraiment fait. Les gens nous ont suivis, on a directement eu pas mal de succès pendant quelques années. C'est plus compliqué maintenant parce que justement là maintenant on est l'équivalent de 140 équivalents temps plein, 120 équivalents temps plein fixe et une centaine de personnes en plus qui représentent 100 personnes. Donc 20 équivalents temps plein qui représentent 100 personnes qui là sont un peu des extras, des profs d'éducation physique qui complètent leurs heures chez nous, des animateurs, etc. Donc ça veut dire au quotidien on a 250 environ à travailler chaque semaine. Et donc ça devient un gros bateau. Là on est pendant la période de vacances. Ouais. Là vous êtes combien de personnes qui travaillent? Cette semaine par exemple ils sont 410 à travailler. C'est une des toutes grosses semaines. C'est ça qui est aussi compliqué, c'est que la dernière semaine des vacances c'est une toute grosse. Et derrière, on enchaîne la rentrée, donc c'est... Exact. Et je comprends pourquoi, parce que les parents sont déjà rentrés des vacances, mais l'école n'a pas encore commencé, donc ils envoient les enfants au stage. C'est pour ça que c'est une semaine importante, aussi bien que la première semaine du mois de juillet. Oui, c'est ça. Et alors, il y a aussi toutes les plaines communales, par exemple, souvent, ils arrêtent le 15 août. Donc, l'offre est beaucoup moindre les 2 dernières semaines d'août, raison pour laquelle ces 2 semaines-là sont assez bonnes. Comment est-ce que tu gères 415 personnes? Moi, a priori, je ne m'occupe pas de ça. Hein. Okay. Donc, on a un département ressources humaines, un département qualité et développement, et ils sont 8 là, ici aux ressources humaines à s'occuper de ça. Donc c'est un énorme travail pour l'instant, ils sont vraiment un peu surchargés, mais c'est un travail qu'on fait depuis le mois de mars. Je pense que la plus grande valeur ajoutée de Promosport, c'est vraiment la gestion du planning. Donc tu as 120 personnes à temps plein.
600 000 euros par mois de charges d'employés. Pour te donner un exemple, l'année passée, on a reçu 5000 CV, on a reçu 1000 personnes et on a travaillé avec 750 personnes différentes. Donc tu vois un peu en termes de RH chez nous, ressources humaines, richesses humaines. C'est costaud. Ils sont 8 à travailler et c'est vraiment du gros boulot, quoi. À combien revient un employé, un moniteur qui anime un stage de 10 personnes? Alors ça dépend si c'est un employé ou si c'est un externe. Si c'est un employé, un employé classique qui est là depuis 2 ans chez nous, c'est quelqu'un qui va gagner 1900 euros net et qui va coûter à l'entreprise 3500 euros brut, quoi. Et quel est l'EBITDA en fait de ta société? Alors il faut savoir ici que Promosport c'est une ASBL. C'est une société entre guillemets comme les autres. La seule différence qu'il y a, c'est qu'elle ne nous appartient pas. Donc il y a un conseil d'administration dans lequel je suis évidemment, mais il n'y a pas de, j'ai pas de part de cette société. Si je pars demain, je ne peux pas dire écoute ça fait 20 ans que je travaille ici, j'ai droit à un tiers ou à la moitié. Non, j'ai droit à rien, je m'en vais. Et ça c'est quand même quelque chose de fondamental dans ce qu'on fait, parce que nous on fait de l'entrepreneuriat social, donc ça a du sens. La structure du marché du sport est en ASBL en Belgique. Donc voilà, donc une ASBL, il n'y a pas vraiment d'EBITDA, donc c'est-à-dire que tu peux faire un bénéfice et puis derrière, ce bénéfice doit être réinjecté dans l'objet social de l'activité. Pourquoi est-ce que le monde du sport en Belgique s'est fait sous forme d'ASBL et pas sous forme de SRL, une société lucrative normale? Écoute, je te dis, c'est vraiment la structure du marché du sport qui est comme ça. À ton avis, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas créer une structure SRL. Je pense que c'est historique. Hein. Tu prends des clubs de foot comme Anderlecht, il y a 5-6 ans, c'était encore des ASBL, quoi. Tu vois là, maintenant, ils sont tous passés en SRL. Mais on y est là, hein, donc tu peux t'arrêter. Je pense que c'est vraiment historique et donc c'est lié aussi à pas mal de choses, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, à l'ONE, etc., qui sont des partenaires importants qu'on a, qui ne travaillent pas avec des SRL, qui travaillent avec des ASBL, tu vois. Sans vraiment de raison valable, c'est juste historique. Bon, oui, principalement. Je vous garantis ou pas? Voilà, tu peux faire demi-tour jusqu'à l'entrée, en fait. T'es bien de me voir conduire, en fait, c'est ça? On va dire ça. Tu m'as dit, je n'ai pas bien entendu s'il fallait s'arrêter parce que lui, il me montre qu'il faut venir ici, mais rien à voir. T'étais tellement concentré que t'as pas vu notre bassin, quoi. Il est trop petit, hein. On a construit trop petit pour toi, Stas. Tu vois trop grand. Et donc, ça fait combien de temps que tu travailles ici? Alors du coup, ici, ça va faire 4 ans. En tout. Okay. Et tu rapportes directement à Denis? Alors, on fait partie d'un groupe de travail qu'on a appelé aujourd'hui un cockpit. Tu veux, le bureau ici, c'est vraiment un outil de soutien, de support par rapport à tous les gens de terrain. On n'est pas là pour leur dire comment ça fonctionne, on est là pour qu'eux nous disent, voilà, pour que ça fonctionne bien sur le terrain, j'aurais besoin de ça et ça. Ok. Si Denis part en vacances pendant 3 mois, tu pourrais gérer la boîte sans lui ou pas? Non, je pars avec lui. C'est normal. tu pourrais pas le laisser partir seul. Hein. Oh non, il partira pas seul. Alors oui, justement, parce qu'on parlait d'un groupe de travail, justement, avec des compétences un peu canif suisse. Et donc on est tous ici pour forcément combler les besoins de chacun. Après, c'est vrai que dans l'associatif, c'est très particulier parce que c'est des métiers qui sont saisonniers. Et du coup, pendant les saisons, les hautes saisons, comme maintenant, on est vraiment dans le plus gros coup de rush de l'année, si tu veux, en clôture de stage, et avec des grosses semaines de stage et en lancement de toute l'année scolaire, où on brasse quand même un gros volume d'activité. On est vraiment dans le gros rush. On ne va pas partir à ce moment-ci. Mais si on devait partir à ce moment-ci pour une autre raison ou des vacances obligatoires, je dirais, on ferait en sorte que tout soit bien posé et que les collègues et les collaborateurs directs puissent être un peu à l'aise. Et puis, quand on est à ce niveau-ci, on est toujours un peu alerte et c'est avec plaisir. On le sait, on travaille dans l'associatif. Adaptation, flexibilité. Voilà. Demain, c'est toi le patron. Si tu te mets à la place de Denis, c'est quoi les 3 changements que tu ferais ici? Ben, je peins la pieuvre en vert. Je ne suis pas très rose. Je trouve un bureau en plein milieu des bois. Je suis très forêt, et donc voilà. Et j'organiserai des réunions, pas dans des salles de travail, mais des réunions en extérieur, en mouvement. Voilà. Ok, c'était rapide sans réfléchir, génial. C'est quelque chose sur lequel tu as déjà réfléchi en fait. Non, pas du tout. T'as improvisé là. On peut dire ça comme ça, oui. Après, si tu me laisses 10 minutes, je peux te prendre des super idées structurées, mais il n'y a pas grand chose que je changerais, parce que si je voulais changer quelque chose, je partirais. Je suis bien ici.
c'est la même réflexion que j'ai eue par rapport à un business club. Tous les business clubs et networking et des associations, c'est toujours des ASBL. Je me dis que comment est-ce qu'une société, une ASBL, peut donner un coup de main à un entrepreneur? C'est une question que je me pose toujours jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Et ce sont toujours des ASBL qui gèrent les networking, les réseaux, les événements. Mais une société qui n'a pas un but lucratif, comment est-ce qu'elle peut comprendre les sensibilités et les problèmes d'un entrepreneur qui a une société à but lucratif? En fait, ici, la manière de travailler est exactement la même. Je veux dire, moi, ici, on doit faire en sorte, comme je t'ai expliqué, qu'on ait 1 euro en plus que ce qu'on dépense. La seule chose, c'est qu'on n'est pas drivé par le résultat financier. C'est pas ça qui nous drive, mais sinon, il faut qu'on fasse des ventes, il faut qu'on fasse attention au seuil de rentabilité, que tous les chiffres sont des choses qu'on suit tous les jours comme une société classique, quoi. Mais si je comprends bien, par exemple, toi, tu es en promosport, tu es en ASBL. Ouais. Si jamais tu fais un super chiffre d'affaires, ton salaire, il ne change pas. C'est ça. Quand j'ai commencé chez Promosport, je travaillais chez Kraft Foods, j'étais product manager du chocolat Côte d'Or, multinationale américaine. Voilà, j'avais un avenir assez sympa qui m'attendait là-bas si j'avais envie de continuer dans un environnement international. Un jour, je me suis dit j'arrête, je me lance en Promosport. Je suis passé d'un salaire correct plutôt sympa avec une voiture de société à 1 000 euros avec rien. À travailler dans ma chambre et voilà. Donc, et je me suis dit, je fais ça 1 an. Soit ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Donc j'ai été et ça a été. Et puis j'ai eu 1000, puis 1200, puis 1300. Maintenant, je pense que j'ai un salaire tout à fait correct. Mais combien? Je gagne, si tu prends mes avantages, tout compris, je dois être aux alentours de 5 000 euros net. Donc en résumé, tu as démarré ton activité entrepreneuriale avec une ASBL, puisque toi tu faisais de l'entrepreneuriat social. Et maintenant, de plus en plus, tu fais avec la société HD Aquasport. Ouais. HD Aquasport. Là, c'est vraiment une SRL et ça, c'est vraiment une activité entrepreneuriale commerciale. Oui, mais sauf que de nouveau, on n'est pas drivé par l'argent. Et en fait, pour la petite histoire, la première piscine qu'on a achetée, on voulait l'acheter sur l'ASBL. Et puis là, le banquier nous a dit, nous, on ne prête pas aux ASBL, il faut créer une SRL. Une ASBL, ça n'appartient à personne. Si tu devais refaire Promosport, est-ce que tu le ferais à 2, à 3 ou solo? Ça sera refait, je le referai parce qu'on a partagé des expériences super. Et là maintenant on n'est plus que 2 et là maintenant on essaye d'aller vers une autre ouverture. C'est-à-dire que de pouvoir ici dans HD Aquasport, de pouvoir ouvrir le capital aux employés aussi. Et les actions seraient valorisées à combien? On a fait une répartition entre le chiffre d'affaires, le bénéfice et la valeur immobilière des biens. Et donc on prend 1 tiers de chaque. L'idée c'est d'avoir de nouveau un truc simple, on donne une valorisation aujourd'hui et tous les ans on refait expertiser les biens et comme ça on sait ce que ça vaut en permanence. Il n'y a pas de discussion, non ça vaut plus, non ça vaut moins, c'est comme ça qu'on la valorise. Donc 1 tiers c'est l'immobilier, c'est ça? Ouais. 1 tiers c'est le bénéfice des 5 dernières années. Ok. Et 1 tiers c'est chiffre d'affaires. Pour te donner un exemple, ici la HD Aquasport aujourd'hui vaut 1,5 million. D'accord. J'ai pas très bien compris comment est-ce que tu fais le lien entre le chiffre d'affaires et la valorisation. Donc, par exemple, ici, 1% d'une action vaut 1 500 euros. Si on prend le bénéfice divisé par 5, on a en moyenne, si on prend le bénéfice des 5 dernières années multiplié par 5, on arrive par exemple à 1,2 million, on va arriver peut-être à 1,8 million en valorisation immobilière et à 1,4 million dans le troisième élément. Et la moyenne de tout ça fait que ça vaut 1,5 million. Comme ça, si jamais il y a un jour on fait un bénéfice de fou, il est canalisé par les deux autres paramètres. C'est ça. Et ces 3 paramètres sont quelque part logiques. Là, on vient d'arriver sur le site de la construction de la nouvelle piscine. C'est ça. Qui t'appartient. Le terrain t'appartient, enfin à toi, à la société. Le terrain, la piscine et la gestion va être gérée par Promosport. Ouais. Alors je vais réexpliquer le modèle parce que c'est intéressant ici. Au départ, on rénovait des bassins et on les exploitait. Et puis au fur et à mesure du temps, on ne savait pas accueillir les écoles, c'était un peu trop petit. Donc on s'est dit il faudrait qu'on fasse notre modèle à nous et qu'on puisse le faire en collaboration avec une commune. Parce que si on le fait nous tout seuls comme ça au milieu du jeu de quilles, ça n'a pas vraiment de sens non plus. Donc ici, en fait, on propose un modèle aux communes qui est de 2 ordres.
soit ici, ils nous vendent un morceau de terrain qui leur appartient, idéalement soit à côté d'un centre sportif, ce qui est le cas ici, soit tout près d'une zone scolaire où il y a pas mal d'écoles aux alentours. Ici, on a une configuration où la commune a décidé de nous vendre le terrain. Donc on a acheté ce terrain et donc ici on va exploiter, construire, exploiter. Et puis à côté de ça, j'ai une convention avec la commune qui détermine un prix auquel les enfants vont venir à la piscine, le prix d'entrée, et puis s'ils veulent un moniteur à nous, parce qu'ils peuvent venir soit avec le prof d'éducation physique, soit à prendre un moniteur à nous s'ils préfèrent. Donc moi, ça me permet ici d'arriver à la banque, entre guillemets, en disant bah, écoutez, je suis dans une chouette zone ici qui a du sens, qui, avec un contrat qui va me remplir un tiers de la piscine pendant la journée, qui est compliqué pour moi avec les écoles. Donc avec la commune, grâce à la commune, j'ai directement 10 écoles et puis je vais voir de manière individuelle toutes les autres écoles libres. Forcément, on devient un partenaire important de la commune puisqu'on est ici, on va créer 6 emplois ici. Une piscine comme ça, c'est 6 équivalents temps plein. Et donc ça nous permet aussi après de pouvoir aussi faire des stages et de devenir un partenaire fort de la commune. En fait, on est obligé d'avoir beaucoup de projets qui tournent pour en avoir un qui sort de temps en temps. Parce que si tu n'en as qu'un, tu deviens fou. Tu as d'office des problèmes, de voisins, enquête publique, etc. Quelque chose qui ne va pas au niveau de la région wallonne. Toujours un truc qui est perdu. Bien sûr, toujours. Donc ici, nous, moi j'ai 15 projets là en parallèle. Honnêtement, personnellement, j'ai encore jamais vu un bassin de petite taille. Est-ce que c'est une nouveauté en Belgique ou pas? Oui, je pense que c'est même une innovation mondiale. C'est vrai ou pas? En fait, moi je pense, là, je suis vraiment tout à fait objectif, c'est le fait d'avoir analysé évidemment ce marché-là dans lequel je suis depuis 15-20 ans, où j'entends depuis que je suis là-dedans, les piscines sont en perte, c'est pas possible, et alors on a tous les bassins sont à moitié pourris en Wallonie, parce qu'on met des rustines dessus et qu'on n'investit pas dans les grands bassins. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait, dans une zone à 25-30 minutes en voiture, avoir un vrai bassin sportif. Minimum 25 mètres, maximum. Bassin sportif, ça veut dire une vraie piscine olympique. Une vraie piscine 25 mètres ou 25 idéalement 50 mètres. D'accord. Et faire en sorte que tous les publics puissent s'y retrouver là-dedans. L'apprentissage, mais aussi la plongée, les nageurs compétition, les triathlètes. Voilà, là, le water polo, à ce moment-là, tout le monde peut aller là. Moi, je m'adresse à 80% de ce public, c'est-à-dire l'apprentissage et tout ce qui est aquatique, loisirs, donc aquafitness, etc. On va s'adresser à ça. Mais on ne va pas s'adresser aux autres. Donc, pour moi, il faut un grand bassin par zone comme ça, et puis en fait, faire des plus petits bassins. C'est ta réflexion à toi, en fait? Ouais. Génial. C'est ce qu'il faut faire. Tu as tout à fait raison. C'est des petits bassins. Une commune comme celle-ci, On ne va pas construire une piscine il y a olympique 10 000 habitants, mais ça permet d'acheter un grand bassin. Et moi, je construis ça pour 2 millions d'euros. Si le public le fait demain, il va payer 4. Ce que tu me dis maintenant ici, c'est que tu as eu une idée de malade. En fait, tu as analysé le besoin en piscine et en fait, à 80%, tu peux remplir ce besoin-là avec des bassins de petite taille. Quand on dit petite taille, c'est 16 sur 10 par exemple. Alors, elle fait 16 sur 8. 16 sur 8, ouais. Ok, 16 sur 8. Donc, c'est pas un vrai Entre 120 et 160 mètres carrés. Ok, c'est ça. Et avec une profondeur, petite profondeur. On n'a pas besoin de 2,50 m. On a une première profondeur à 70 cm pour les petits, et puis une seconde profondeur à 1,35 m. Tu as vraiment regardé la piscine, quel est le problème de la piscine, où est la demande, quel est le besoin. Et effectivement, ceci répond à 80%. J'adore cette réflexion-là, une vraie réflexion entrepreneuriale. Tu sais ce que j'ai envie de faire maintenant? J'ai hâte de découvrir la piscine de l'intérieur. On va aller voir ça. Tu peux nous faire un tour? Évidemment. Go. Alors, on a eu de la chance parce que Géraldine est restée jusqu'à 18h ici pour passer sur la chaîne YouTube Entreprendre et Vivre pour témoigner par rapport à son expérience au sein de Promosport. Et j'ai vraiment voulu avoir Géraldine ici au tournage parce qu'elle occupe un poste assez important. Elle travaille dans les ressources humaines. Ça fait combien de temps que tu travailles pour Promosport? 7 ans et demi. D'accord. Et tu es passé par la planification aussi, quoi? Oui, j'ai fait tout. En fait, quand je suis arrivée, il y avait la directrice ressources humaines et moi. Donc, on était vraiment très généralistes. Et après, comme Promosport a grandi, je me suis spécialisée en art parce que j'avais un goût pour... Est-ce que on peut parler de la planification? Comment est-ce que vous faites ça? En tout cas, c'est des spécialistes du puzzle. C'est ça. Il faut toujours faire des puzzles. Et en plus, tu as la difficulté d'avoir plusieurs contrats. En fait. Oui, exactement. Des bénévoles, des articles 17, des étudiants, des employés, des ouvriers, des articles 60 via le CPS. Oui, ça j'ai essayé, mais c'est pas terrible. Oui. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Ça dépend de qui du tout. Ouais. Ça peut être vraiment très 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 bien si c'est quelqu'un de bien
Voilà. Mais c'est pas évident. D'accord. Et c'est moins flexible. Et c'est quoi l'article 17? Donc l'article 17, c'est une spécificité du secteur socio-sportif, notre secteur, qui permet de travailler un certain nombre d'heures par an. La législation a très fort changé ici en 2022. Avant, c'était pas du tout taxé. Il n'y avait pas de cotisation sociale, donc super intéressant. Maintenant, ça va être taxé à hauteur de 10%, mais il n'y a pas de cotisation sociale, donc c'est quand même intéressant. L'employeur paye juste 10% sur l'ensemble des revenus. Et c'est limité par an? Oui, c'est 475 heures par an. Et il y a un plafond aussi par trimestre. Donc ça permet de faire peu de prestations, mais quand même pour... Et tu peux combiner contrat d'étudiant, Oui. article 17? Ouais. Mais si tu combines les deux, ça change le nombre total d'heures que tu peux faire. Voilà, c'est la Belgique, hein. C'est jamais simple. Donc si tu es étudiant, tu as moins d'heures d'article 17. Juste une question que je me suis posée tout à l'heure, c'est que tu avais le projet de petit bassin comme celui-ci, 16 sur 8. Tu es allé à la commune pour dire tiens, j'ai un projet, je pense que ça vaut la peine de le construire. Comment tu l'as présenté ce projet-là? Parce que le besoin n'était pas encore là. Le besoin était là, mais tu l'as créé le besoin en fait. Ouais, donc moi je suis dans une association qui s'appelle l'AES, l'association des établissements sportifs, dans laquelle tous les directeurs de centres sportifs et de piscines se rassemblent. Et donc c'est là où je te disais, j'entendais depuis 10 ans, Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher, c'est en perte, etc. Et nous, on avait acheté une piscine en 2008, un peu par hasard. Hein. On est arrivé à la natation un peu par hasard, donc c'est-à-dire qu'on a commencé les stages, et puis à un moment donné, on était en 2001. Et à ce moment-là, avant les cours de natation des écoles, on arrivait avec une enveloppe, on donnait ça au maître nageur. Et voilà. Et à un moment donné, ça s'est resserré au niveau des écoles où on a dit non, ici on doit facturer, on doit avoir une facture, etc. Et nous, boum, on venait de naître. On a directement eu toutes les écoles de Louvain-la-Neuve qui sont venues chez nous, à qui on a facturé. Donc on a pu avoir un peu de volume comme ça. Puis après, on a fait des stages de natation. Puis les parents nous disaient, ce serait bien qu'il y ait des cours de natation individuels. Et puis on a trouvé une piscine chez un kiné qui nous a loué 1 jour, 2 jours, 3 jours. Puis on l'a loué toute la semaine. Et puis à la fin du mois, je devais quand même lui donner 3 000 € de loyer. Donc je me disais, avec ce prix-là, on s'est quand même aussi déjà acheté quelque chose. On a trouvé une piscine qu'on a achetée, qu'on a rénovée. Et c'est comme ça qu'on a commencé et qu'on a vu qu'il y avait moyen de s'en sortir. Donc au fur et à mesure, on a fine-tuné le modèle pour arriver à ce modèle-ci qui pour moi est le modèle idéal. Kevin, salut. Salut. Merci d'avoir laissé ton poste pour l'image, pour créer du contenu. À mon avis, tu es le bras droit et le bras gauche de Denis, puisque tu as un écran le plus beau et le plus grand de toute la boîte. C'est pas moi le bras droit et le bras gauche de Denis, mais je travaille pour son bras droit et son bras gauche, ouais. Ah, ok, ça marche. J'ai plusieurs catégories dans ma fonction, l'extrascolaire, le parascolaire et les stages. Et quand je prépare la planification des stages, je dois préparer le dispatch des groupes, matin, soir, et rassembler, en fonction des formules, il y a plusieurs groupes. On va proposer une formule chef-coq roller, découverte sportive roller, et en fait, je vais rassembler les rollers dans la même colonne pour qu'il y ait un animateur ou 2 en fonction du nombre d'enfants présents. Et comme certains sites comme Louvain-la-Neuve génèrent 300 enfants, il faut que je puisse avoir une vue d'ensemble sur tout le monde, quoi. Et donc si je te montre... donc voilà, ici l'idée c'est de dire, j'ai tous mes enfants qui sont ici avec les moniteurs. Tous les enfants, ça veut dire quoi? C'est une fiche, c'est un enfant? Une ligne bleue, c'est un enfant. Ok. Une ligne rouge, c'est l'animateur. Et la colonne, c'est l'activité donnée. Et donc en fait, moi je dois mettre tout ça en page pour que ce soit cohérent et pour la personne qui travaille et pour le coordinateur qui gère le site. Par exemple, si je rassemble pas mes rollers, mais que je le mets à côté, ça va faire 4 colonnes pour le même moniteur pour qu'il s'y retrouve, et la lecture des données, c'est pas facile. Et donc moi, mon rôle, et c'est pour ça que j'ai un aussi grand écran, c'est parce que je dois rassembler tout ça par colonne. Donc toi, tu t'occupes de la planification hebdomadaire 1 semaine à l'avance? Non, je m'occupe de la planification 6 mois à l'avance pour les stages d'été, de la gestion et de la mise en page 10 jours à l'avant les stages. Et puis ici, on va clôturer le volume stage et je m'occupe de la partie rentrée extrascolaire pour nos écoles partenaires. Et donc là, c'est pas du tout la même page, c'est ce que je te montrais tout à l'heure, c'est ici. En fait, j'ai créé une période et c'est répertorié sur notre site. En fait, ça, c'est l'arrière de notre site internet. C'est tout ce que j'encode là va se retrouver sur le site internet. Et donc ici, on a encodé nos écoles partenaires pour l'extrascolaire et ça fait le lien vers notre site internet pour que les parents puissent s'inscrire à nos activités à l'année dans les écoles pour l'accueil extrascolaire. Ok, génial. Ouais. Donc tu passes 8 heures par jour sur eClub. Ouais, c'est ça, moi les pauses. Pardon? Moi les Moi les pauses. pauses. Exact. Ça marche. Ok, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à Promosport, par rapport à Denis, par rapport à tes collègues, par rapport C'est un peu vague comme approche. Ouais. Non, je n'ai pas spécialement...
Ok. T'as envie de. Ok. Voilà, c'est un cool job. Merci beaucoup. C'est gentil, merci à toi. Ciao. Merci à toi. Dans le business model, c'est quoi le chiffre d'affaires de cette piscine-là, annuel? On va être sur 700 000 euros. Ok. D'entrée, quoi. Ok. D'entrée et de cours. Et de cours? Oui, parce qu'on donne des cours aussi. Hein. Nous, on n'est pas juste là pour louer une piscine, on est là. Donc on a un maître nageur d'office qui est tout le temps là. Et alors après, on peut donner cours à 2 classes en même temps. Donc on va avoir entre 2 et 3 profs qui vont donner cours en même temps. C'est ça, c'est tout compris en fait. Toutes les ventes de cette piscine-là, on est dans les 700 000 euros. Et les coûts, juste pour comprendre un peu c'est quoi le cash flow généré par cette piscine-là par an. On est dans. On va être à 680 quoi. Tu vois, 680 encore. 1000 de coûts. Ok. C'est vraiment je te dis, c'est vraiment une vision à long terme. D'accord. C'est quand le bâtiment est payé, qu'à ce moment-là. Et on a nos premiers bâtiments qui seront payés en 2025. Et donc à ce moment-là, ça sera plus facile aussi en termes de cash flow. C'est ça. Donc c'est pas une question. Ce projet-là, c'est pas tout à fait cash flow rentable, mais c'est un projet rentable à long terme. On peut voir la suite de la piscine ici. Et c'est à la demande de la commune qu'ils ont. Tu as agrandi l'espace. En fait, ici, toi qui es dans la construction, tu le sais, ce qui coûte cher à construire, c'est la cave, tout ce qui rentre, ça coûte un peu moins. Dans un bâtiment industriel, oui. Un peu moins de sous. Et je pense que cette salle, si elle est bien occupée, tu peux quand même louer ça entre 1000 et 1500 euros par mois, tu vois, à l'heure, quand tu loues ça à l'heure. Louer par mois? Ouais. Pas plus? On reste dans le sport, hein. Moi je vais avoir des clubs de judo, etc. Si je je suis pas dans le truc de société, donc tu vois, c'est ça aussi, je te dis, l'entrepreneuriat social, c'est ça aussi, c'est de pouvoir offrir une salle de qualité à un prix où on va être à 20% au-dessus du marché de ce que font une commune, mais qui est nickel, quoi. D'accord. Je viens d'avoir une réflexion, c'est que tu sais que je suis né en URSS. T'as regardé ma vidéo d'introduction? Ouais. Ok, génial. Et alors là-bas, tu sais comment on faisait le sport? Ils construisaient des maisons de pionniers. C'est ce qu'on appelle, dans la ville, il y avait partout ces maisons de pionniers, mais c'est des complexes énormes, dans lesquels il y avait tous les sports. Donc tu débarquais là et tu disais, ok, d'abord je vais faire la piscine, puis je vais au breakdance, ensuite je vais en athlétisme, il y avait le terrain de foot juste derrière. Est-ce que tu penses que c'est un bon modèle économique et social? Avoir un shopping centre, ok, où il n'y a que des activités sportives. Tous les cours, tu arrives au même endroit, tu peux manger, tu as une cantine, tu as un restaurant pour les adultes, et tu as tout là-dedans. En tout cas, ici, ils ont regroupé les sports qu'ils pouvaient. Tu vois, il y a un sportif avec une dizaine de sports dedans, de terrains de foot, de paddle, de tennis. Enfin voilà, ils ont envie de faire grandir. Et ça a du sens de mettre toutes les activités sportives au même endroit. Je regarde par rapport à mes enfants. Ah ouais. C'est une fois de plus la demande. Parfois, mon fils, je dois l'amener d'abord à la piscine, ensuite je l'amène en gymnastique, qui est de l'autre côté. Donc je dois l'attendre. Si c'est un seul centre sportif, je l'amène sur place et quelqu'un qui gère le fait que cet enfant-là doit se déplacer d'un local à un autre local. Potentiellement, il a 7 ans, il pourra le faire lui-même, tu vois. Mais moi, je suis tranquille pendant 2h30. Je sais que d'abord, il va à la piscine, puis il se change, et puis il va de l'autre côté. C'est encore un meilleur modèle alors que ça. Tu l'as inscrit dans une école dans laquelle on fait de l'extrascolaire. Comme ça, après les cours, on le prend en charge dans l'école. Ok. Mais il n'y a pas de piscine, là. Il y a juste qu'on n'a pas la piscine pour l'instant. Sauf si on arrive à en adosser une à une école. Et donc, on fera du sport avec lui. Tu viens le rechercher à 5h30. Et il aura fait 7 voies, il aura fait son sport. Et tu peux rentrer chez toi et tu dois plus rien faire. Ok. On est dans 18 écoles. Ok, en Wallonie. Et à Bruxelles aussi? Si un directeur d'école nous regarde et se dit, ok, je ne suis pas tout à fait content de mon programme de parascolaire, je peux m'adresser à Promosport pour que nous, ils organisent tout ce qu'il faut? Non, en fait, nous ici, il faut savoir l'extrascolaire pour un directeur, c'est environ 20% de son temps. Gérer les ressources humaines, trouver des solutions, etc. Ouais, nous, on lui enlève toute cette charge. Et il peut s'occuper du pédagogique et nous on va s'occuper de tout ce qui est extrascolaire et on devient vraiment son partenaire. Il a besoin de quelque chose hors de l'école, on est là. Bon, il faut aller en voyage scolaire, on peut aller avec lui s'il faut. Ok, génial, parce que je sais que dans l'école de mes enfants, il y a des activités qui sont organisées par l'école. Et alors, je sais qu'on paye 100 € par activité pour le trimestre. C'est quoi les prix de Promosport pour une activité? On vient d'augmenter les prix, donc je pense 240 € l'année pour un sport d'une heure. Ok, c'est ça. Ce qui est plus ou moins équivalent. Ouais. C'est bon à savoir et je passe le message au directeur de l'école ou mes enfants, on sait jamais. On continue notre visite, il y a d'autres choses à voir aussi ou on est parti? Je pense qu'on a fait le tour, on va à la Nivelle. Top.
Et donc tu vas passer par plusieurs postes au sein de Promosport. Ça Oui, fait 7... presque tous les postes. Presque tous les postes, mais tous les postes RH. Ouais, RH, ok, les c'est ça. postes RH, oui, oui. Je suis jamais sortie des RH. Cool. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans au sein de Promosport? Donc moi, à un moment, j'ai remplacé ma directrice des ressources humaines et j'ai trouvé que c'était difficile parce que en RH, on est toujours balancé entre les envies de la direction, les moyens financiers mis à disposition et les employés, leurs désirs, leurs demandes d'épanouissement, etc. On est vraiment pris entre le marteau et l'enclume et je trouve que c'est vraiment pas facile. En fait, chaque choix a le revers de la médaille et on est toujours les méchants un peu vis-à-vis aux yeux des employés en tout cas. Il faut pas se dire qu'en RH, moi j'ai l'impression que souvent, on n'est pas forcément bien vu parce que on est toujours un peu entre les deux. À un moment donné, tu dois dire non. Donc, on fait de notre max pour que les employés soient bien, soient heureux, mais on a aussi des réalités économiques, financières, des décisions de direction qui ne sont pas évidentes. Et je trouve que c'est vraiment très, très difficile d'être. Mais tu as envie de sortir du département RH? Non. C'est quelque chose qui te plaît. Ouais. Mais voilà. Comment tu trouves des candidates, des employés comme Géraldine? Je trouve qu'elle est très positive, elle est très, tu vois, flexible, les 18h, elle est encore là, elle répond aux questions, elle n'a pas peur des caméras ni des lampes. Ça, c'est parce qu'elle a été une grande championne en trail. Elle a fait un truc qui s'appelle le dernier homme debout, c'est vraiment une course de fou qu'elle a gagné. Et elle est partie de rien, elle savait à peine courir. J'exagère un peu. Et donc c'est comme ça que tu l'as rencontrée? Non, c'est une blague? Non, c'est pas une blague. Non, et elle a appris vraiment à courir. Quand tu donnes un objectif, elle y arrive. Moi, je trouve ça chouette aussi de faire des ressources humaines dans une boîte dans laquelle on croit en les valeurs. Voilà, on ne travaille pas pour des cigarettes ou autre chose. C'est vraiment chouette de voir aussi sur le terrain, des moniteurs, des enfants, on sait qu'on fait du bon boulot, quoi. Et je suis convaincue que nous, en tant qu'RH, on a un super gros rôle parce que c'est le moniteur qui nous rapporte d'argent et si le moniteur il est bien, s'il est payé convenablement, qu'il a réponse à ses questions, qu'il comprend sa fiche de paye, que il est en sécurité, qu'il sent que ses droits sont respectés, il va beaucoup mieux travailler que quelqu'un qui est payé en retard, qui a des erreurs dans son salaire, etc. Donc on a un énorme rôle à jouer. J'ai envie de revenir à l'expression très connue, un esprit sain dans un corps sain. C'est un peu ça ici, peut-être. Il y a beaucoup de sportifs parce que vous attirez par la société, parce qu'il fait du sport. Et du coup, sachant que c'est un corps sain, l'esprit sain aussi, et ce qui permet d'avoir une ambiance positive, chouette. En tout cas, par rapport aux gens que j'ai interviewés, ils sont tous géniaux, quoi. Ce qui donne une super ambiance à travailler ici, quoi. Est-ce que tu as envie de rajouter autre chose, Géraldine, à cette petite interview? C'est ok? C'est gentil, merci beaucoup à toi. Je te libère alors. Merci. Toi, tu peux partir. Merci, Géraldine. C'est juste un clic. Donc Denis, ici on se trouve dans un centre aquatique, on peut dire un peu comme ça. Ça s'appelle Aquacenter. Aquacenter, j'étais pas loin. À chaque fois on met la ville dans laquelle on est, donc ici ça s'appelle Aquacenter Nivelles. Nivelles. Donc c'est un centre de piscine en opération qui fonctionne déjà. Donc alors l'histoire de ce centre-là, c'est ce que tu m'as raconté tout à l'heure derrière la caméra, c'est que c'est un centre que tu as acheté, qui était déjà existant, que tu as racheté. Et maintenant, tu as réfléchi un peu l'ensemble du centre et tu le mets en location à Promosport. C'est ça. Exactement. On peut voir un peu plus de chiffres derrière? Tu l'as acheté pour combien? Donc on a acheté un petit 900 000. L'ensemble? Ouais, donc 800 000 de bâtiments et 100 000 de fonds de commerce. D'accord. Ok, c'est ça. Et aujourd'hui, ça génère quel chiffre d'affaires? Et on a fait 400 000 euros aussi de travaux dedans. Donc et là, ça génère un chiffre d'affaires de 650 000 euros. D'accord. La piscine, si je comprends bien, elle est ouverte de 8h du matin jusqu'à 10h du soir, tous les jours? Pas tous les jours, mais de 8h30 à 21h30, on va dire, ça c'est l'horaire moyen. Et quels sont les coûts de cette piscine? Donc on a forcément l'eau. On doit en remettre 30 litres de nouvelle eau par nageur qui vient. Donc tous les jours, on met quand même quelques mètres cubes à l'égout. Et en plus de ça, on a une taxe que je trouve complètement injuste, une taxe sur les eaux usées, alors qu'on remet de l'eau propre quasi dans l'égout. Donc on est autant taxé qu'Arcelor ou quelqu'un qui viendrait un car wash par exemple, on est autant taxé qu'eux. Voilà, c'est une taxe régionale et qui nous coûte quand même 12 000 euros par an. Et puis on a évidemment tout ce qui est chauffage et électricité, quoi. On peut avoir des chiffres derrière? Ici on est sur 8 000 euros d'énergie par mois. Ok, 8 x 12, on est plus ou moins à
100 000. 100 000 100 000 euros, plus les salaires. plus les salaires. Il y a combien d'équivalents de temps plein ici? Donc ici, une piscine comme celle-ci, ça génère 6 équivalents temps plein, donc entre 10 et 15 personnes qui vont représenter 6 équivalents temps plein. Ok, si on fait un calcul très très rapide, 6 fois genre 50 000, on est à 300 000, plus 100 000 euros de frais, on a 400, donc ça génère plus ou moins 200 000 euros de cash. Après, il y a aussi, on a un crédit. Hein. On paye, bien sûr, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça c'est le cash que je générais, mais bien sûr l'investissement doit être remboursé par rapport à ce qui a été fait tout à fait au début. Ok, génial. L'eau elle est à 32 degrés. Ok, tu peux la sentir? Ah ouais, vas-y. Putain, je vais vraiment tomber, j'ai mal le genou. Merci. 32. Ouais, agréable en tout cas, ça donne envie de faire un plongeon. Ok Denis, cool, merci de m'avoir laissé la chance de plonger mon pied dedans, c'est chouette. On a vu en tout cas. Non mais je ne demandais pas autant d'attention. Pourquoi pas? Mais voilà, bah écoutez, ici vous êtes au customer service. Salut, bonjour. Je sais pas, sincèrement, en fait, Bonjour. peu importe. Comment t'appelez-vous? Fabienne. Sabine? Fabienne. Fabienne, enchantée. Qu'est-ce que vous faites comme boulot ici? Service à la clientèle, téléphonie. C'est-à-dire, je suis client de Promosport, par exemple. J'ai envoyé mon enfant, par exemple, hein, c'est Oui. pas le cas, pas encore le cas. J'ai envoyé mon enfant en stage. Et j'ai payé, au lieu de payer 250 € l'année, j'ai payé 260. J'appelle ici? Oui, pour tout. Tout Et- problème. Ok, c'est quoi le numéro de téléphone sur lequel je dois appeler? Ici, moi c'est Action Sport. Ok. Action Sport, ça c'est à Bruxelles. C'est tout ce qui concerne les stages à Bruxelles. Exact. Voilà. Et le numéro c'est le 02 734 94 16. Attention, on connaît par cœur son numéro de téléphone. Ah, bah, écoute, On voit bien qui est le chef de service ici. Ça fait quand même plus de 20 ans que je travaille pour la boîte, donc 20 ans. Et vous étiez toujours dans le département customer service. non. J'ai commencé comme monitrice sur le terrain, et puis après, avec l'âge, on connaît un peu l'expérience du terrain. Et donc, je suis arrivée, je pense, au customer, ça fait 14 ans. Ok. C'est quoi le problème le plus récurrent des clients? Je pense que le client attend un service, parce que bon, on fait des stages et on fait aussi du parascolaire, et ils attendent un service de qualité. De la part des moniteurs? De la part des moniteurs, du service commercial, on peut appeler ça service commercial, administratif, d'être à l'écoute avec le client et l'enfant bien sûr. Donc, Ok. Et s'ils ne sont pas contents, pour quel problème ils appellent? C'est quoi le problème numéro 1 pour lequel ils appellent ici? il y en a plusieurs. Ok, citez-les-moi s'il vous plaît. Là, il y a un enfant il y a un parent qui m'a appelé en disant oui, j'ai retrouvé mon enfant, ils ont fait une bataille d'eau. Ils ont retrouvé son enfant un peu mouillé. Ok. Et il y a certaines clientèles qui sont un peu plus chic ou plus maniaques dans ce sens-là. Après, ce sont des enfants qui s'amusent. Il fait chaud, donc Bien sûr. voilà. Donc, il n'était pas content alors? Il n'était pas très content. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai proposé de soit avoir le numéro de téléphone du responsable du centre pour qu'il en discute, ou soit d'envoyer un email que je puisse remonter via le manager pour qu'il ait une réponse par rapport à sa demande. Cool, ça marche. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose, Fabienne? Non, je Ok. suis très gênée. Sérieux quoi? Faut pas. C'est gentil. Merci beaucoup Fabienne. Donc Denis, raconte-moi un petit peu. On se trouve maintenant à l'école de Nivelles, je ne sais pas laquelle. Et ici tu proposes des stages et des cours parascolaires, extrascolaires. C'est ça. Exactement. Tu peux me définir rapidement en 2-3 phrases c'est quoi les stages et c'est quoi les cours? Ouais, donc ici l'école s'appelle l'Enfant Jésus. Ils ont 2 sites, Sautriamont et Boguinage. Donc il y a une autre école dans le centre où on est aussi présent. On s'occupe des maternelles ici durant l'année scolaire de tout ce qui est extrascolaire. Donc après 15h30, on s'occupe un petit peu de tout. Et pendant les vacances, on y organise des stages. On va rencontrer le responsable ici maintenant, Christopher. Exact. Quel rôle a-t-il dans la gestion de ce site-là? Donc lui, il est responsable de zone. Donc pendant l'année, il s'occupe c'est lui qui est le team leader, le gestionnaire de la piscine. Et pendant les vacances, c'est lui qui gère ici l'espace ici. Maintenant, il y a des co-coordinateurs, des co-gestionnaires avec lui, parce qu'il ne sait pas travailler tout l'été. Est-ce que c'est lui qui gère la paye des... Non, ça non. Est-ce que c'est lui qui gère les clients, dans le sens paiement de clients? Non, Non plus. Donc lui, Facturation? Non plus. Donc, il gère juste le côté opérationnel avec C'est lié ça. aux enfants. Ouais. Qui gère le côté administratif? Tout ça, c'est au bureau qu'on verra tout à l'heure. Donc là, les gens s'inscrivent soit par internet, soit par téléphone.
Le paiement se fait via les... Enfin, là, on a un système de gestion qui nous permet de gérer tout ça, mais tout ce qui est rappel de paiement, tout ça est fait au bureau. Eux, vraiment ici, il faut qu'ils se concentrent sur l'aspect pédagogique. Top. Ok, on est prêt à aller rencontrer Christopher. Allons-y. Yes. Donc juste un petit rappel aux jeunes qui nous regardent, pourquoi est-ce que quels sont les avantages d'une ASBL et les inconvénients, et pourquoi, voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler ce concept-là? Je ne l'amènerai pas comme avantage ou inconvénient, je l'amènerai dans quel secteur travailles-tu. Donc nous ici dans le secteur du sport, la structure du marché du sport en Belgique est structurée en ASBL, raison pour laquelle on est en ASBL. Maintenant, quelles sont les différences entre une ASBL et une société commerciale? Depuis la réforme du code des sociétés, il n'y en a plus. On a la même responsabilité, etc. Donc la seule chose qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de part de société et qu'on n'a pas de distribution de dividendes. Ok, si tu devais reprendre cette décision-là, tu aurais fait une SRL ou une ASBL? Une ASBL. Parce que c'est le monde sportif qui est fait comme ça. Ouais. Ici, par exemple, nos clients, c'est les écoles. Tu vois, on travaille avec les écoles, si demain je suis une SRL, déjà nos prix sont super tendus. Si demain je passe en SRL, plus 21%, plus personne ne sait me payer, pas de clients, quoi. D'accord. Mais en SRL, tu n'es pas obligé d'être assujetti? Si. Si? Ça, je ne savais pas. Comment est-ce que tu as effectué la première vente de Promosport? Tu nous as parlé dans la voiture, je ne suis pas sûr qu'on l'a filmé. Si on peut revenir à cette question-là. La première vente a eu lieu grâce à ton partenaire qui avait un contact, avait une infrastructure quelque part, et tu as fait un peu de pub et tu as pu constituer un groupe, un stade en fait. C'est bien ça. C'est quoi le chemin que tu as fait entre cette vente-là jusqu'à 10 millions? Et ta réponse, en fait, je pense qu'il va inspirer pas mal d'entrepreneurs qui regardent et qui ont le nez dans le guidon, et ça leur permettra de sortir ce nez du guidon pour pouvoir se dire, tiens, voilà, comment est-ce que je dois faire cette croissance-là, et qu'en 20 ans finalement. C'est bien ça? Donc tu peux nous donner un peu quelques astuces et insights? Écoute, ici, en effet, le premier stage qu'on a fait, il y avait 17 enfants. On a fait des flyers que j'ai fait à l'époque, même sur Excel, si je ne connaissais rien en graphisme. Un truc qu'on pliait nous-mêmes et qu'on allait mettre dans les boîtes aux lettres. Et c'est vraiment personne par personne que tu arrives. Mais voilà, quand tu commences un truc, il y a 17 enfants qui viennent et qu'à la fin de la semaine, ils sont super contents. Parce qu'en plus de ça, j'étais avec des associés qui étaient aussi des bêtes, quoi. Donc forcément, les gens sont contents. Puis t'en fais 20, et puis t'en fais 50, et puis 100. Et puis là, il faut comment. Après, c'est les copains qui viennent un peu autour. Donc là, ça va encore. Tu dois pas encore trop structurer parce que tout le monde est dans le même mood, dans les mêmes valeurs. J'ai envie de faire avancer le schmilblick. Et puis après, tu dois commencer un petit peu là où je t'ai dit, on a été fort pendant quelques années, c'est qu'on a engagé des gens à temps plein et on a directement eu ces 3 activités, natation, stage et parascolaire, qui nous a permis d'engager des gens à temps plein. Et là, pendant 10 ans, on a vraiment pris beaucoup de parts de marché. Parce qu'on était les seuls à faire ça. Voilà. Donc c'est plutôt une croissance organique, c'est avoir de plus en plus de clients et pouvoir à chaque fois trouver des moniteurs et des gens qui vont faire ça et toi-même aller dans la gestion et dans la vente de ces produits-là. C'est ça. Es-tu le leader sur le marché? Ouais. Wallonie, Belgique? Wallonie, Bruxelles en tout cas, c'est sûr. Ouais. Quels sont les avantages de Promosport par rapport à la concurrence en fait? Qu'est-ce que tu fais de mieux qu'eux? Quelle est la valeur ajoutée que toi tu donnes aux clients par rapport à tes concurrents? Écoute, on essaie en tout cas je pense qu'il y a peu d'ASBL qui ont un département qualité et développement comme on l'a. Donc c'est un peu la sorte de recherche et développement. Donc on est en perpétuelle recherche de qualité, d'amener des nouveautés sur le marché, de nouveaux sports, de nouvelles manières de travailler. Alors Christopher, oui, ça fait longtemps que tu travailles chez Promosport? Ça fait 8 ans que je travaille chez Promosport, oui. Ok. Tu as été engagé par qui? Par l'ASBL, donc Par Denis ou pas? Par Denis à l'époque, oui. Et tu t'occupes donc de cette école-ci? C'est toi le responsable? Durant les stages, c'est moi qui gère les stages ici. Après l'année, je gère la piscine que vous avez vue juste avant, ici à Nivelles, à l'Aquacenter à Nivelles. D'accord. Il y a combien d'enfants ici pendant les stages? Cette semaine-ci, il y a plus ou moins 100 enfants et on tourne plus ou moins 120 enfants par semaine sur le site ici. Est-ce que vous faites une enquête de satisfaction auprès des parents? En fin de stage, le service marketing fait une enquête auprès des parents, voir comment se sont passés les stages. Et tu connais ta note ici? Non, ça je ne la connais pas, pour cette année en tout cas. Denis, c'est quoi la note de cette école-ci? De manière générale, on est presque à 90%. De satisfaction. Est-ce que le salaire de Christopher dépend du taux de satisfaction clientèle? Non, le salaire est fixe à l'année, peu importe le nombre d'enfants ou de participants. Tu ne penses pas que c'est une bonne idée de fixer une petite partie variable en fonction de taux de satisfaction? Oui, j'ai un micro, c'est juste ça. Toi, t'es pas puni, c'est moi qui punis. C'est compliqué, c'est très compliqué parce que
Quand tu lances un stage par exemple, personne ne va vouloir aller le lancer parce que tu vas faire moins de chiffres qu'ailleurs. Tu vois. Donc on a essayé d'avoir quelque chose qui tenait la route, qui tenait compte de l'ancienneté et qui tenait compte de l'évolution des personnes. Si on fait une prime, on essaye qu'elle soit plutôt globale qu'individuelle, sinon tu peux... tu as 20 000 raisons de frustration qui peuvent exister et qui sont justifiées. Les moniteurs qui sont ici, ils sont polyvalents, ils peuvent faire n'importe quelle activité, c'est vrai ou faux? Il y a une partie polyvalente, après des moniteurs qui ont des spécificités, soit avec les tout petits, donc 3-5 ans, ou avec les plus grands. On essaie de faire en fonction des forces de chacun, mais la plupart sont assez polyvalents, on peut faire des activités sportives, créatives. Est-ce que les autres moniteurs qui sont ici, ce sont aussi des employés ou ce sont des bénévoles, des stagiaires, je sais pas. Ils sont aussi des employés ou pas? Donc ici on a des deux. On a des employés qui sont là aussi à l'année, sous contrat CDD ou CDI, et aussi des bénévoles qui sont là comme job étudiant ou alors des enseignants qui cherchent un job complémentaire pour l'été. Une dernière question, est-ce que tu aimerais bien prendre la place de Denis? Ça, je lui laisse sa place. Mais en place à côté de lui, à côté de son bras droit. Pourquoi pas? Denis? Voilà, donc quelqu'un qui, ça fait 8 ans qu'il est là, il a envie d'évoluer, c'est ça hein? T'as envie de travailler au bureau à Wavre ou pas? Dans l'immédiat peut-être pas, mais pourquoi pas quand je serai plus vieux. Ok, ça marche. Ok Chris, merci pour les réponses. Avec plaisir. Cool. Magali, vous êtes la chef de service client. Alors, comment ça se déroule ici, votre journée habituelle? Mais donc voilà, comme je disais, c'est assez varié. Ça peut passer sur plein de choses. Donc on est en contact avec les ressources humaines, on s'occupe des plannings natation, on s'occupe... Des plannings natation, vous vous occupez de ça aussi? Oui, on gère pas mal de choses. En fait, c'est ça que je dis, on est un petit peu avec tous les services reliés. En fait, on doit gérer ici donc, tout ce qui est stage, tout ce qui est innovation. On gère une partie de ce qui est activité parascolaire aussi. Mais donc, voilà, on a une interaction avec le service ressources humaines. Donc ici, par exemple, je suis en train de remanier les plannings datation parce qu'ils me disent attention, ce moniteur ne sait pas avoir tel ou tel horaire. Du coup, on contacte les parents pour ça. Ok, c'est ça. Vous êtes le porte-parole vis-à-vis des clients. Si jamais il y a celle-ci, on vous communique, vous devez contacter tous les clients pour leur dire, annoncer la couleur de changement de planning ou que sais-je. Tout à fait. Vous êtes vraiment le centre névralgique de tout le système. Et si jamais le contact des clients, ça passe par vous. Voilà, c'est pas les ressources humaines qui vont appeler. Jamais. Eux nous passent l'info et puis nous, on gère avec le client. Donc si jamais le plus grand centre de Louvain-la-Neuve, je sais pas pour quelle raison, doivent changer d'horaire, vous devez contacter France Client. Voilà. C'est ce que je dis, on ne s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose à faire. Je vois le truc. Je vois j'ai l'email arriver et puis contacter les 300 parce qu'on doit changer le planning d'un jour. Oui. C'est parti. Voilà. C'est quoi la plainte numéro 1? La plainte numéro 1. Non, il n'y a pas de plainte numéro 1. C'est ça que je dis. C'est très varié. Chaque jour, on peut avoir quelque chose de différent. Ici, on est vraiment dans la période des stages. Et donc voilà, il faut savoir que quand ça touche à un enfant, pour un parent, c'est terrible. Donc il faut vraiment essayer de trouver les bons mots. Et donc voilà, ici c'est parce que le stage n'a pas rencontré le succès que voulait l'enfant. Ok, ça marche. Magali, est-ce que vous voulez rajouter autre chose par rapport à ça? C'est gentil. Merci à vous. Denis, au mois de mai, tu as recruté 180 personnes? 180 personnes. De quelle spécialité, je dirais? Tous, On a été devant les écoles soit d'éducation physique, soit de moniteurs sportifs, éducateurs, kinés, profs. Tout ce qui est un peu un diplôme pédagogique. Okay. On a été avec cet outil-là. C'est ça le canal de recrutement alors? Raconte. Un dé évidemment, mais voilà, c'est vrai qu'on avait un petit problème de recrutement. La manière de recruter des jeunes maintenant change, évolue. Et donc on s'est dit il faut qu'on soit créatif et on a utilisé cet outil. On va avec devant l'école entre l'heure du midi et on a 2 personnes qui expliquent directement des moniteurs qui sont là, qui disent tiens tu cherches un job. Écoute, nous on a besoin de monde pendant l'été, t'as pas le temps, c'est pas grave, tu scannes le QR code, regarde tourner quand t'es chez toi, et si t'as le temps, on t'explique ici. Et, on a mis un peu de Facebook Ad aussi sur les réseaux, et donc ça a eu pas mal de succès, c'est pas mal. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que si vous cherchez entre 100 et plus de personnes, il faut aller les rechercher à la source, à savoir dans les écoles, là où
de là où ils sortent en fait ces gens-là. Et donc comment vous faites la pub? Il faut emmener de la publicité, vous pouvez acheter un camping-car de ce type-là, mettre l'autocollant autour, disons voilà, venez ici chercher votre job et la faire dans la poche. C'est un des canaux en tout cas qui aide, on va pas dire qu'on a. Voilà, c'est une chouette anecdote à raconter en fait et à retenir. Ok, cool. On a retenu, c'est bon, tout le monde a retenu? Cool. Voilà, allez-y, recrutez directement au campus, aux écoles. Ça, c'est le moyen le plus court à aller chercher les candidats. On va aller au bureau à l'intérieur? C'est parti. Let's go. Est-ce que tu fais partie d'un club d'affaires? Ouais. Tu trouves que c'est important pour un entrepreneur de faire partie d'un club d'affaires? Ça dépend un peu de la personnalité de l'entrepreneur. Moi, je suis quelqu'un d'assez social. Donc oui, j'aime bien aller. Et en fait, je considère ça, je suis au B19 et je considère ça... Pas que au B19. Non, je suis entreprendre. Business Club. Exactement. Et donc, mais j'en ai fait plusieurs. Hein. J'ai été à l'Alliance Centre BW où j'ai été administrateur d'ailleurs de ce club d'affaires. J'ai été au Cercle du Lac. Il faut que ça ait un but quand même aussi à un moment donné de faire du business, même si je pense que j'en ai fait peu. J'ai plus en fait j'ai plus eu l'occasion d'aller là pour asseoir Promosport comme une vraie entreprise et pas des guignols entre guillemets que vraiment faire du business, tu vois. Mais je considère ça en fait comme une formation continue, sauf que tu ne dois pas étudier et tu peux as un petit verre de vin à la main, donc voilà, quand je discute avec une personne, je vais prendre 2-3% de ce qu'il me dit, puis je prends 2% là et puis je le mets à ma sauce chez moi. Donc c'est ça que je trouve sympa dans un business club. Il faut l'avouer, c'est que nous, toi et moi, on s'est rencontrés dans une activité d'un business club, disons, la BCI en fait. Ouais. Donc, ne fût-ce que ça, le fait que l'interview elle a lieu aujourd'hui et que vous avez appris des choses, c'est aussi grâce à un business club en fait. Tu sais bien que je suis en train de monter un club d'affaires qui s'appelle EEV, pour l'entreprendre vite. On fait d'office partie. Et j'aimerais bien que tu sois la première personne qui me conseille là-dedans, puisque d'après ce que j'ai entendu maintenant, tu as beaucoup de connaissances et d'informations du passé pour que un club soit le plus convivial, le plus important et le plus formateur et qui rajoute une vraie valeur ajoutée à tous ses membres. Donc, soit le bienvenu, soit feel free, comme on dit en anglais, soit libre de commenter, critiquer et ajouter ton input par rapport au fait que le club devienne un succès. Merci en tout cas d'avoir accepté de passer à la chaîne, parce que si c'est mon show, mais tu as quand même trouvé des idées pour nous, c'est top. Merci à toi. Et je rappelle pour le club EEV, c'est que c'est un club pour les entrepreneurs qui est tout à fait gratuit, très simple. Il y a des séminaires, il y a des forums. Donc si toi tu es entrepreneur, bien très simple, contacte-moi sur LinkedIn et pour en faire partie et venir à nos événements qui sont juste géniaux. D'accord? Et c'est tout à fait gratuit. C'est le premier club de Belgique avec le maximum de valeur ajoutée et maximum gratuit. Voilà. Et merci beaucoup pour la journée passée avec moi. C'était terrible. Moi, j'ai reçu énormément d'informations et formations et des insights et je suis certain que la vidéo va être top. On va juste essayer qu'elle ne soit pas ni trop courte, mais ça c'est pas un problème, ni trop longue, ça c'est toujours notre problème, de couper la matière. Et comme la demande la tradition, on fait toujours à la fin un TikTok. On est parti pour un TikTok? On est parti. Merci Denis. Go.